Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai voulu produire cette vidéo rapidement en dehors de mon planning habituel et ceci pour coller à l'actualité. Et pour ça, j'ai été aidé avec HelloFresh. Alors HelloFresh, c'est notre partenaire du jour qui me permet de produire mes vidéos pour que vous puissiez continuer de les regarder gratuitement. J'aime bien manger, mais j'ai pas toujours le temps de passer des heures dans la cuisine ou pire encore d'aller faire les courses. Et c'est là que j'utilise HelloFresh. En une vingtaine de minutes, je me prépare un bon petit plat bien savoureux sans me prendre la tête. Par exemple, ici, je suis en train de me préparer des peines aux crevettes ou poissons marinés, et ça pour moins de 3 € par personne. Alors je n'ai plus aucune raison de me contenter d'un burger ou d'un kebab. Je mange sainement sans y passer des heures, puisque je reçois mon colis HelloFresh à la maison chaque semaine. Et pour bien démarrer la rentrée, chaque commande est accompagnée d'un cadeau surprise que vous allez pouvoir choisir. Il peut s'agir d'un dessert, d'un petit déjeuner, d'un truc à grignoter à l'apéritif ou au goûter, ou encore de charcuterie ou d'un fromage. Évidemment, moi j'ai choisi une pâtisserie. Là, ce sont de délicieux financiers. Alors si vous aussi vous voulez vous simplifier la vie, parce que la rentrée c'est déjà dur, mais que vous ne voulez pas en plus perdre votre temps à faire les courses, eh bien vous pouvez profiter de mon code de réduction Surprise Droit. Ou alors vous cliquez sur le lien ici ou en description. Et maintenant, on parle du sujet du jour, cette triste affaire qu'est le décès en direct du streamer Jean Portmanov. Évidemment, ça a ému tout le monde, mais ça n'aurait pu être qu'un incident tragique, mais sans conséquences juridiques. Et pourtant, ce n'est pas le cas. En effet, la chaîne sur laquelle cela s'est produit n'est pas une chaîne anodine. Elle est au contraire spécialisée dans ce qu'il faut bien appeler de l'humiliation spectacle. Le streamer décédé, Jean Portmanov, qui est également connu sous le pseudonyme de JP, était un petit peu le souffre-douleur des deux autres, Naruto ou Narutovi et Safin. Il subissait régulièrement des violences, des brimades, des coups, des insultes et des humiliations en tout genre, et ceci en direct, devant des milliers de spectateurs qui souvent payaient pour ça. Et puis, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août, il est mort. En direct. Alors avant de commencer avec Tricotti, nous avons évidemment décidé de ne pas faire d'humour dans cette vidéo. Les choses qui se sont passées sont beaucoup trop graves pour ça. Je serai sage cette fois. Merci Tricotine. Mais je pourrais quand même poser des questions. Oui, évidemment. Alors cette chaîne, la chaîne de Jean Portmanov, Jean Portmanov c'est un pseudo, mais il est également connu sous les initiales de JP, eh bien cette chaîne avait déjà attiré l'attention de la justice voici plusieurs mois, à la suite d'un article de Mediapart, en raison de son caractère, comment dirais-je, éminemment dérangeant. Il faut dire que ce qui se passait sur cette chaîne, eh bien c'était très au-dessus de Jackass ou de Black Mirror, par exemple. On n'est plus dans le divertissement, même de mauvaise aloi, on se rapproche bien davantage de l'infraction pénale. Et tout ceci avait provoqué une perquisition des locaux de tournage, une saisie de matériel et l'audition des personnes concernées. Deux des streamers, à savoir Naruto et Safin, avaient été placés en garde à vue avant d'être relâchés. Et cette première enquête était encore en cours lorsque JP est décédé. Cette affaire, eh bien, elle pose plusieurs problèmes juridiques importants. Naruto et Safin sont-ils responsables de la mort de JP? Est-ce que les humiliations et les brimades infligées à JP sont des infractions pénales? Est-ce que l'accord de JP pour subir tout ça a une quelconque valeur juridique? Et enfin, est-ce que Kik, la plateforme qui diffusait cette chaîne, est-ce que Kik peut être déclaré responsable de ce qui se passait? Premièrement, sur la responsabilité de Naruto et Safin dans le décès de JP, la réponse a déjà été largement donnée. A priori, c'est non. Le procureur de la République avait lancé une procédure dite de recherche des causes de la mort. Alors ça, c'est quelque chose que l'on fait à chaque fois que quelqu'un décède dans des conditions suspectes ou inhabituelles et qu'on ne connaît pas exactement les causes du décès. Cette recherche des causes de la mort est une procédure ouverte en quelque sorte qui va laisser le champ libre à toutes les investigations possibles pour explorer toutes les directions que peut prendre une enquête. C'est beaucoup plus ouvert qu'une enquête pour homicide involontaire par exemple. Alors l'enquête pour homicide involontaire, ça oriente les enquêteurs dans une direction précise, l'hypothèse de l'homicide, et ça risquerait de leur faire négliger d'autres pistes. Dans le cas du décès de JP, l'autopsie réalisée jeudi 21 août par deux médecins légistes a conclu que sa mort, je cite, n'avait pas une origine traumatique et n'était pas en lien avec l'intervention d'un tiers. Le procureur de la République en tire la conclusion que, je cite, les causes probables du décès apparaissent donc d'origine médicale et ou toxicologique. Bref, à ce stade de l'enquête, il ne semble pas y avoir de lien direct entre les brimades qui étaient infligées à JP et son décès. On peut donc raisonnablement supposer que Naruto et Safin ne seront pas poursuivis pour homicide. Ça c'est une première chose et j'allais dire
tant mieux. Naruto et sa fille sont-ils pour autant complètement tirés d'affaire? Probablement pas. Restent en effet toutes les brimades, toutes les humiliations qu'ils infligeaient à JP pendant les lives. C'est d'ailleurs ce qui avait amené Mediapart à publier un article sur le sujet l'an dernier. Cet article qui avait débouché sur une enquête, une perquisition dans les locaux de tournage, une saisie et une garde à vue, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette enquête était d'ailleurs toujours en cours lorsque JP est décédé. Il s'agissait donc de violences physiques et morales, d'humiliations qui étaient infligées à JP, et ceci en échange de rémunération de la part de ses viewers et des vieweuses de la chaîne. Il s'agissait d'insultes, d'humiliations diverses, mais aussi parfois des gifles, des tirs de paintball, des scènes de strangulation, etc., etc. Pendant les auditions qui ont eu lieu au début de l'enquête, Naruto et Safin avaient déjà été placés en garde à vue le 8 janvier. Et c'est à cette occasion qu'ils avaient tous les deux affirmé que tout ce qui apparaissait comme des brimades ou des sévices, eh bien c'était juste de la mise en scène, que tout ça, eh bien c'était scénarisé, que tout était consenti, que tout était prévu à l'avance avec JP. Et d'ailleurs, lorsque JP lui-même avait été interrogé par les enquêteurs, il avait confirmé qu'il aurait été consentant pour participer à toutes ces mises en scène et que ce serait simulé, que ce serait du cinéma. Donc aucune infraction? N'allons pas si vite, Tricotine, car tout ceci pose évidemment plusieurs problèmes. D'une part, il n'a pas semblé absolument évident aux enquêteurs que tout ça n'était que du cinéma. Alors certes, l'autopsie n'a révélé aucune trace de coups, de blessures. Tout au plus, les médecins légistes ont-ils mentionné quelques ecchymoses et lésions cicatrisées. C'est une citation. Mais peut-on déduire pour autant que tout ceci n'était que de la mise en scène, que tout était simulé, que tout était écrit à l'avance et que tout était joué lors des lives? Alors ça, c'est ce que l'enquête en cours est chargée de découvrir. D'ailleurs, les enquêteurs ont saisi non seulement les enregistrements des lives, mais également les enregistrements de tout ce qui s'était déroulé, y compris hors live, pour voir ce qui se passait entre les streamers quand les caméras étaient éteintes. Alors nous en saurons davantage dans quelques temps, lorsque l'enquête sera terminée. Alors juridiquement, qu'en est-il ? Eh bien, l'enquête qui avait été lancée en décembre dernier, 2024, à la suite de la parution de l'article de Mediapart, eh bien, cette enquête portait sur la commission éventuelle de plusieurs infractions, et notamment, je cite, « violences volontaires en réunion sur personnes vulnérables et diffusion d'enregistrements d'images relatives à la commission d'infraction d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ». Alors tout ceci, c'est prévu et c'est réprimé par le Code pénal. On va voir ça d'un petit peu plus près. Alors, les violences volontaires sont évidemment interdites, c'est pas un scoop. Mais qu'en est-il lorsque la victime de ces violences est consentante? Alors tout d'abord, les violences elles-mêmes, le consentement tout à l'heure. Pour résumer, plus les violences sont graves, plus sévère est la sanction. Ça va des violences légères, celles qui n'occasionnent aucun dommage, à celles qui entraînent le décès de la victime. Mais même les violences légères, celles qui entraînent seulement une incapacité de travail de 8 jours au plus, voire aucune incapacité du tout, eh bien c'est déjà puni de 3 ans de séchoir et de 45 000 € si la victime est une personne vulnérable en raison de son état de santé. Et plus précisément, nous dit l'article 222-13 du Code pénal, lorsqu'elle présente une déficience physique ou mentale apparente ou connue de l'auteur des violences. 3 ans de séchoir, 45 000 € d'amende, ce sont évidemment les peines maximum encourues. Et le tribunal, le tribunal se charge ensuite d'individualiser la sanction en fonction des éléments habituels, la personnalité de l'auteur de l'infraction, celle de la victime, les circonstances de fait, etc., etc. Toujours est-il que ce texte pourrait éventuellement s'appliquer dans cette affaire. La suite de l'enquête va nous le dire, notamment sur le fait de savoir si JP et Koudou, alors Koudou c'est l'autre streamer victime des sévices lors des lives, s'ils étaient effectivement dans une situation de vulnérabilité. Et l'enquête nous en dira également plus sur l'état de santé de JP qui semblait précaire. Naruto et Safin affirment aujourd'hui qu'ils ignoraient ses problèmes de santé, mais le visionnage des vidéos semble au contraire démontrer qu'ils étaient parfaitement au courant de ces problèmes, notamment cardiaques. D'ailleurs, ça semblait les inquiéter puisqu'ils l'avaient plusieurs fois évoqué lors des lives. Quoi qu'il en soit, bien évidemment, pour le moment, Naruto et Safin sont présumés innocents. Il va sans dire, mais encore mieux en le disant, qu'il est hors de question d'aller les harceler sur les réseaux sociaux. Et le consentement de JP pourrait suffire à faire disparaître l'infraction? Tu fais bien de poser la question, Tricotine. Justement, pendant son interrogatoire par la police, JP avait, je cite, contester fermement être victime de violence. Alors c'est pas une rumeur, je tiens ça à des déclarations publiques du procureur de la République de Nice qui est chargé de l'affaire. D'ailleurs, je vais vous citer la phrase entière du magistrat. JP et Koudou contestaient fermement être victimes de violences, indiquant que les faits s'inscrivaient dans des mises en scène visant à faire le buzz pour gagner de l'argent. Ils indiquaient aussi, je cite, n'avoir jamais été blessés
être totalement libres de leurs mouvements et de leurs décisions. L'enquête va donc établir si les actes reprochés étaient réels ou s'ils ne l'étaient pas, ou si c'était uniquement du cinéma sans aucune réalité matérielle. Et dans ce cas-là, naturellement, ça ne pourrait pas recevoir une quelconque qualification pénale. Si au contraire la matérialité des faits est prouvée, alors une nouvelle question se pose. JP pouvait-il ou pas consentir à être victime de ces violences? Alors ça, c'est une question extrêmement classique en droit pénal. Ça s'appelle le fait justificatif. Un fait justificatif, c'est une circonstance qui justifie ou qui légitime la commission d'une infraction. Un exemple de fait justificatif, eh bien, c'est la légitime défense. Revenons aux violences. On va voir qu'il y a des exceptions, mais le principe, c'est que le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif pour les atteintes à la personne. Par exemple, c'est tout le problème de l'euthanasie. Même si la personne qui souhaite mourir l'exprime de façon incontestable, bien le fait de l'y aider, c'est un homicide en droit français. Il y a quand même deux exceptions à ça. La première, c'est la pratique sportive. Il existe pas mal de sports plus ou moins violents et dangereux. Je pense à la boxe ou mieux encore au MMA, les arts martiaux mixtes. Eh bien, lorsque les personnes qui pratiquent l'un de ces sports sont blessées, il n'y a pas de poursuite possible à condition que la règle de jeu ait été respectée, puisqu'on considère que les sportifs en question ont consenti à recevoir ces coups tant que c'est dans la règle de jeu. Alors ça, c'est la première exception. La seconde exception concerne quelque chose de complètement différent, puisque ce sont les pratiques sadomaso. Alors vous voyez, de temps en temps, les juristes se posent de drôles de questions. Eh bien ici aussi, il peut y avoir une exception. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que ce genre de pratique n'était pas illégal et que ça appartenait à la vie privée, tant que la victime pouvait les faire arrêter. Alors je résume grossièrement. Revenons à l'affaire Portmanov. JP pouvait-il consentir aux violences physiques et morales qui étaient infligées? Et j'ai tendance à penser que non, puisqu'elle ne rentre clairement pas dans l'une ou l'autre des deux exceptions que je viens de vous citer. Là aussi, la suite de l'enquête va nous en apprendre davantage. Et pour la responsabilité de Kik? Excellente question, Tricotine. Alors Kik, c'est une plateforme de diffusion australienne qui a été créée voici 3 ans pour concurrencer Twitch. Et Kik est réputé pour avoir une modération, une modération particulièrement légère, on va dire ça. Comprenez que Kik laisse faire énormément de choses, voire tout et n'importe quoi, beaucoup plus en tout cas que tous ses concurrents. C'est même un petit peu son modèle économique. Et la conséquence de tout ça, eh bien, c'est que Kik héberge beaucoup de chaînes sulfureuses, et qu'en plus, elle va les mettre en avant. Et d'ailleurs, la chaîne la plus regardée en France, et paraît-il la 7e la plus regardée au monde sur Kik, c'était justement celle de Jean Portmanov. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'une plateforme est responsable de ce qui se diffuse par son intermédiaire? La réponse à la question n'est pas simple. Kik est juridiquement ce qu'on appelle un intermédiaire technique. La responsabilité des intermédiaires techniques est organisée par 2 textes différents. L'un, eh bien, c'est une loi française, la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004, et l'autre, eh bien, c'est un règlement européen, le Digital Services Act, en français, le règlement sur les services numériques, qui lui date de 2022. Ces 2 textes vont s'imbriquer pour établir les règles applicables. Je vous les explique brièvement. La LCEN tout d'abord. La LCEN, c'est donc la loi dans la confiance dans l'économie numérique. Ce texte organise la responsabilité des intermédiaires techniques. Alors les intermédiaires techniques, ce sont tous les acteurs qui fournissent des infrastructures ou des services permettant d'utiliser Internet. Votre fournisseur d'accès, Free, Orange et les autres, eh bien c'est un intermédiaire technique. YouTube, c'est un intermédiaire technique et bien sûr, Kik, c'est un intermédiaire technique. Ces intermédiaires techniques ne sont pas responsables a priori de ce qui est rendu accessible sur Internet en utilisant leurs infrastructures ou leurs services. En revanche, ils peuvent devenir responsables s'ils ont été informés dans certaines conditions précises de l'existence d'un contenu illicite et qu'ils n'ont pas agi rapidement pour rendre ce contenu inaccessible. Et à ceci s'ajoute donc le règlement européen sur les services numériques de 2022, qui lui va mettre aussi un certain nombre d'obligations à la charge des plateformes. Bon, c'est un petit peu technique, c'est un petit peu compliqué, mais les plateformes non européennes doivent entre autres désigner un contact officiel, un représentant officiel en Europe, afin de faciliter les interactions avec les autorités européennes lorsqu'il y a un problème. Si la plateforme a désigné un contact en Europe, alors les autorités nationales du pays d'établissement de ce contact vont centraliser l'ensemble des démarches, vont centraliser tout ça, alors qu'au contraire, si aucun contact n'a encore été désigné, alors chaque autorité nationale
peut agir directement contre la plateforme concernée. Alors le risque, ça va être une multiplication des procédures, ce qui va risquer de retarder l'avancement de l'affaire. Revenons à l'affaire JP. Dès la publication de l'article de Mediapart fin 2024, une enquête judiciaire a été ouverte. De plus, la ministre du Numérique, Clara Chapaz, et la Ligue des droits de l'homme avaient saisi l'Arcom. Alors ces deux procédures étaient toujours en cours au moment du décès de JP. L'Arcom avait été saisi. Alors l'Arcom, c'est l'autorité de régulation de la radio et de la télévision, mais qui a aussi une compétence dans le domaine numérique. Mais attention, l'Arcom n'a aucun pouvoir de sanction vis-à-vis des contenus publiés en ligne. Ils ont juste un pouvoir général d'organisation de la chose. L'Arcom, donc, a eu des difficultés à entrer en contact avec Kik, notamment à cause de l'absence de correspondants en Europe, contrairement à ce que la loi lui oblige, le règlement européen dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour comparer, il y a quelques années, l'Arcom était intervenu pour demander le retrait des épisodes des recettes pompettes de Monsieur Poulpe. L'Arcom avait le pouvoir de demander ce retrait, mais elle ne pouvait en aucun cas imposer ce retrait. Ça, c'est le privilège de la justice. Alors il semble bien que Kik est un contact qui serait établi à Malte, mais apparemment il semble que ce ne soit pas un représentant officiel de cette plateforme au sens où l'entend le règlement européen. J'en sais pas plus pour le moment. En tout cas, l'Arcom n'était pas arrivé à établir un contact efficace avec Kik, et c'est pourquoi elle a contacté l'OFAC. L'OFAC, c'est le service de police français spécialisé dans la lutte contre les cyberinfractions. Ils avaient contacté donc l'OFAC pour savoir s'ils avaient déjà demandé à Kik de retirer des contenus. Et l'Arcom avait également posé la question à ses homologues européens, notamment à son équivalent allemand, qui a le même problème et qui avait déjà demandé récemment à Kik de désigner un correspondant en Europe. Et puisque le modèle économique de Kik, c'est d'attirer les chaînes les plus sulfureuses, le moins qu'on peut dire, c'est qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts pour les modérer. Après l'annonce du décès de JP, Kik avait commencé par rendre la chaîne de JP inaccessible, et en plus, ils avaient banni tous les streamers qui étaient impliqués dans l'affaire. Mais quelques jours plus tard, Kik a décidé de rendre à nouveau accessible l'ensemble des vidéos de la chaîne. Ils prétendent que c'est pour donner accès à ces vidéos aux enquêteurs français. Ah bon, sincèrement, il y avait évidemment d'autres façons de laisser les enquêteurs faire leur boulot sans pour autant rendre à nouveau ces vidéos publiques. Et d'ailleurs, j'ai constaté tout à l'heure, juste avant de me mettre à tourner cette vidéo, que la chaîne de JP était à nouveau indisponible sur Kik. Tout ça, ça sent pas très bon pour la plateforme Kik, qui pourrait bien voir sa responsabilité engagée dans cette affaire. Mais attention, ne nous trompons pas. Il ne revient qu'à la justice de trancher et de dire si oui ou non Kik était responsable de ne pas avoir rendu cette chaîne rapidement inaccessible. En revanche, l'Arcom, je le répète, n'a absolument aucun pouvoir direct pour imposer ce retrait. Et la ministre du Numérique non plus. Tout ça, c'est le travail de la justice. Alors naturellement, c'est sans doute pas la dernière fois que je vous parle de toute cette affaire sur Vous avez le droit, parce qu'elle est très loin d'être terminée. Un petit rappel, quels que soient vos sentiments et vos émotions vis-à-vis de Naruto et sa fille, il est naturellement exclu d'aller les harceler sur leurs réseaux sociaux. Ça ne sert à rien, c'est interdit par la loi, et ça peut vous valoir de sérieux ennuis. La justice, ça se rend dans les palais de justice, pas sur Internet. Plus que jamais, laissez vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça. N'oublie pas de parler de la cagnotte Sébastien. Oui, tu as raison, Tricotine, merci de me le rappeler. Une cagnotte a été ouverte, soi-disant, pour aider financièrement Naruto et sa fille. C'est un fake, c'est une escroquerie, ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau comme l'a fait par exemple la présentatrice Valérie Damido. De toute façon, il est interdit de collecter de l'argent pour payer une amende, pour payer des dommages et intérêts ou pour payer des frais divers qui sont associés à un procès. La seule chose qui est autorisée à faire en droit français, c'est de collecter des fonds pour assurer sa défense. Et d'ailleurs, c'est possible que Naruto et sa fille le fassent, ou pas, mais dans tous les cas, vérifiez bien qu'il s'agit d'une véritable cagnotte et pas d'une tentative d'escroquerie. Et plus généralement, ne vous faites pas une opinion sur toute cette triste affaire avant d'avoir tous les éléments. Et je vais sans doute vous reparler de tout ça dans une prochaine vidéo de Vous avez le droit. Merci à mes donatrices et à mes donateurs. Pour les remercier de leur générosité, leurs pseudos sont ci-dessous et au générique. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne si vous le voulez. Merci aussi à HelloFresh, notre partenaire du jour. Vous pouvez profiter de mon code de réduction, il est ci-dessous. Et maintenant, vous pouvez aller regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Si vous voyez du contenu louche ou inapproprié, contactez Pharos. Ils sauront quoi faire.